Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par une petite annonce au sens où quand on demande à des gens dans des congrès scientifiques de parler, la première chose qu'on leur demande, c'est d'avouer leur conflit d'intérêts, de dire s'ils ont des conflits d'intérêts. Donc, je n'en ai pas. Par contre, je dois avouer avoir un conflit d'intérêts et un biais par rapport à ce sujet-là. Parce que quand on est une femme qui, dans la cinquantaine, décide de retourner aux études, faire un doctorat en gérontologie, et qu'on se met à lire sur les aînés, sur le vieillissement, sur la retraite, et qu'on a une maîtrise en droit et qu'on a revendiqué des droits et des intérêts depuis 20 ans pour des causes, c'est un sujet qui attire pas mal et qui vient nous tirailler pas mal l'agisme. Donc, je viens avec cette posture-là, féministe, revendicatrice, donc je comprends l'intérêt que vous pouvez avoir pour ce sujet-là. Je pourrais vous en parler pendant... Merci. Je pourrais vous parler de ce sujet-là pendant des heures. On m'a demandé de faire une présentation de 10-15 minutes et je pense que mes collègues aussi pourraient vous parler de leur sujet pendant des heures. Donc, ce que je vais faire, c'est que si on était en atelier, je vous poserais la question suivante. Quelle est la première fois dans vos souvenirs où vous avez senti que votre âge avait été une source de discrimination? Vous avez empêché de faire des choses. Ça, c'est la question qu'on m'a posée à ma première conférence au niveau de l'agisme, une conférence internationale. Et la réponse que je me suis faite, puis là, je n'ai pas le temps de faire un tour de table avec ça, mais la réponse que je me suis donnée, ça a été de me dire, ben moi, c'est quand, dans les événements du temps des fêtes, on faisait la table des enfants, puis on me faisait asseoir à cette table-là. On venait de me discriminer sur la base de mon âge et on me tassait parce que j'étais un enfant. Et là, j'ai fait, OK, l'agisme, c'est ça. Puis au même moment, ma fille rentrait sur le marché du travail et je la voyais comme jeune professionnelle se faire discréditer à cause de son âge. Donc, j'ai pris conscience que l'agisme, ce n'est pas qu'une question de personnes âgées, c'est une discrimination basée sur l'âge tout court. Donc, c'est dans cet esprit-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, on parlera plus de l'agisme des personnes aînées, mais l'agisme, ça se passe à tout âge. Ce qu'on va faire ensemble, j'irai rapidement. Je vais vous parler de c'est quoi l'agisme, et c'est beaucoup d'années des pistes de réflexion, pas nécessairement des pistes de solutions, mais la réflexion va amorcer vers les solutions. Je me suis basée sur le dernier rapport de l'OMS, qui est un rapport qui est sorti en 2021. C'est vraiment une Bible au niveau de l'agisme. C'est vraiment une recension des écrits énormes, internationaux. Donc, je suis partie de ces données-là et aussi de ce que j'ai lu dans vos dossiers vieillissement et participation. Et j'ai participé aussi aux 2 activités brise-glace dont je vous ai entendu sur le sujet de l'agisme. C'est quoi l'agisme? Selon l'OMS, puis je vous parlais tout à l'heure de la discrimination en fonction de l'âge, c'est vraiment quand l'âge est utilisé pour catégoriser puis diviser les personnes et qu'il y a un préjudice et des injustices basées sur cet âge-là et qu'il y a des gens qui sont désavantagés. Les 3 petits points au bout, c'était « et cela crée des tensions intergénérationnelles ». L'agisme, c'est quelque chose qu'on subit. Je pourrais donner la présentation, vous n'avez pas besoin de la photographier, je vais vous la donner, je la donnerai à la Fédération. Donc, l'agisme, c'est quelque chose qui se subit et que l'on fait subir du jeune âge jusqu'à la fin de la vie. Et c'est quelque chose qui se construit insidieusement du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. On dit aux enfants, ne demande pas ça, demande pas à grand-papa et à grand-maman de faire ça, ils ne seront pas capables. Ça commence très jeune, c'est insidieux, c'est les images que l'on voit, c'est les mots que l'on entend, c'est les femmes qu'on voit disparaître de la télé, c'est
C'est vraiment, c'est les images, c'est les mots, c'est toutes les représentations qu'on donne en fonction de l'âge. C'est présent tout au long de la vie. C'est présent dans tous les pays, surtout dans les pays en voie de développement, puis où il y a le moins de revenus. Et on dit qu'une personne sur deux a une attitude âgiste envers les personnes aînées. Ça, c'est les résultats d'une étude qui a été faite de 2010 à 2014 dans 57 pays avec 83 000 répondants. Donc, c'est un phénomène qui est très présent et important. L'âgisme, il y a toutes sortes de discriminations, puis on parle beaucoup de diversité, inclusion, égalité. Et l'âgisme est une discrimination qui est vécue et qui vient par-dessus tous les autres types de diversité, de discrimination que l'on peut vivre. Le mot âgisme vient, et là j'ai réalisé tout à l'heure, parce que le document a recirculé de votre AGA, qu'on fait référence au docteur Robert Butler, qui en 1969 est arrivé avec le mot âgisme. Puis c'est un peu drôle parce que les circonstances dans lesquelles il est arrivé avec ce mot-là, c'est qu'il travaillait pour un projet immobilier dans la ville de Washington. Et là, on ne voulait pas avoir des vieux dans tel secteur de la population, puis dans ce building-là, puis ça allait être des vieux pauvres. Donc, toute l'histoire au niveau des classes sociales, des races, on est en 1969 et c'est ça qui l'a amené à dire on est en 69, là, on est l'année qui suit la mort de Martin Luther King, on est en pleine guerre du Vietnam et pleine montée du féminisme. Et il dit, il y a aussi ce genre de discrimination-là, il y a aussi ce genre de ségrégation-là qu'on fait, de stigmatisation qu'on fait selon l'âge. Et même s'il a, à ce moment-là, parlé de l'âgisme, à tous les âges, on a retenu qu'il n'avait que parlé de l'âgisme envers les personnes aînées. Mais quand même, déjà en 1969, il parlait de cet âgisme à tout âge. Et donc, l'âgisme en tant que tel, on s'est rendu compte que ça vient exacerber toutes les autres injustices, les autres préjugés qu'on a. Si l'OMS est arrivé à parler uniquement et de mettre en lien avec le handicap, avec le sexe et avec la race, c'est purement pas parce qu'ils ne reconnaissent pas qu'il y a des enjeux au niveau des LGBTQ+, de l'homophobie, de la transphobie, les classes sociales, c'est qu'il y a moins d'études qui ont été faites pour le démontrer. Donc, quand ils viennent positionner l'agisme par-dessus à l'intersection et à l'intersectionnalité de ces trois-là, c'est parce que c'est plus documenté, mais ça ne fait pas éliminer les autres, la reconnaissance des autres discriminations. Ce qui est aussi important de reconnaître ici, c'est de se dire, c'est drôle, en 1969, alors qu'on parlait de la montée du féminisme, qu'on parlait de la lutte raciale, c'est drôle, l'agisme, les autres ont beaucoup avancé. Les droits au niveau des femmes, les droits au niveau des minorités culturelles, des handicapés ont beaucoup avancé. Qu'avons-nous fait depuis ce temps-là au niveau de l'âge? On arrive au moment où est-ce qu'il faut se préoccuper et s'occuper spécifiquement de l'âge. Ça me permet de dire ici, on parle beaucoup des gains qui ont été faits au niveau des cultures, de l'égalité des hommes et des femmes, puis on a beaucoup parlé du par et pour les hommes, le féminisme et tout ça. L'agisme étant plus insidieux, les autres, là, c'est lui, il est noir, moi, je suis blanc. C'est un homme, c'est une femme. La différence de l'âge, c'est que l'âge, on le vit tous. Ce ne sont pas les autres, c'est chacun de nous. Et c'est pour ça que autant le par et pour
est important dans une lutte pour faire avancer une cause, dans le cas de l'agisme, il faudra vraiment y aller d'une façon plus intergénérationnelle pour éviter les tensions et pour permettre vraiment de sensibiliser dès le plus jeune âge à la longévité. Et dans le fond, on devrait célébrer cette longévité-là parce que c'est les progrès de la société qui fait qu'on vit vieux aujourd'hui et on devrait être content et reconnaissant et fier de vivre vieux, et ce, dès le plus jeune âge. Donc, c'est quoi l'agisme et pourquoi c'est insidieux? C'est parce que ce n'est pas juste des actions et de la discrimination qu'on va faire, c'est quelque chose qui s'installe, c'est tous les stéréotypes qu'on va vivre et qu'on va véhiculer, les préjugés qu'on va avoir à l'égard des personnes, là je vais y aller à l'égard des personnes vieillissantes, et les actions qui seront prises. Et cette discrimination-là peut être tant positive que négative. Je vais vous donner un exemple. Quand je vais chez Rona, puis que je vais avoir des conseils, bien, je cherche une tête blanche et je ne cherche pas un jeune. Parce que je me dis, je vais avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui va m'aider puis qui va répondre à ma question. Donc, c'est un exemple drôle, mais c'est quand même, on le fait tous, ça. Donc, c'est quelque chose aussi, l'agisme, qui se situe, qui se manifeste de trois façons. C'est nous-mêmes envers nous-mêmes c'est autodirigé de l'agisme, c'est entre les personnes et c'est aussi institutionnel. Autodirigé, bien, moi-même, quand j'ai pensé commencer un doctorat dans la cinquantaine, je me suis posé la question, il m'en reste 5? OK. Donc, je me suis posé la question si j'avais l'âge pour faire ça. Pas les capacités intellectuelles, mais est-ce que j'allais trouver un directeur? Est-ce qu'on allait m'accueillir dans ça? Et c'est les formes d'expression, ça va être explicite, implicite. Faites juste penser au nombre de fois où on hausse la voix pour parler à une personne âgée, comme si tout le monde était sourd quand on devient âgé. Donc, j'arrête ici. Les conséquences de l'agisme, bien sûr, il y a des conséquences économiques. Il y a des conséquences économiques dans le portefeuille individuel, mais socialement, il y a des conséquences. Il y a des conséquences démontrées sur la santé physique, santé mentale, le bien-être social de la personne. Ça crée beaucoup d'isolement social. Ça crée de la violence, de l'abus. C'est vraiment documenté, ça cause des décès précoces, mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est une violation des droits et des libertés de la personne qu'il y a derrière ça quand on fait de l'agisme. Puis c'est aussi important de s'en préoccuper, qu'on se préoccupe de la race, de l'égalité des hommes et des femmes, et ça vient dans la Charte des droits et des libertés. C'est inscrit dans le Code civil et même au Québec, on s'est doté d'une loi sur la maltraitance où on a fait en sorte de vraiment nommer l'agisme comme étant une forme de maltraitance et que les organisations, la violence, les manifestations, la maltraitance organisationnelle étaient une forme de maltraitance. J'ai voulu illustrer ici l'agisme en coopérative, puis je suis partie d'une citation parce que ça m'a interpellée. Cette citation-là, parce que je trouve qu'à la fois, elle parle de ce qu'est l'agisme et dit pourquoi ça devrait être différent dans une coopérative d'habitation. T'es trop vieille pour vivre en coop, va-t'en dans une résidence. Je parlais de stéréotypes tout à l'heure. Bien, il y a 75% des gens, il y a 83% des gens de 75 ans et plus qui vivent de façon autonome dans leur domicile. Donc, quand on dit « t'es trop vieille », puis ça fait seulement 6% des gens qui habitent en CHSLD en haut de 75 ans. Donc, une coopérative d'habitation, ça vient dans le bleu, qui est un domicile. Donc, les gens ont le droit d'être en coopérative et ne doivent pas s'en aller nécessairement en résidence. C'est un lieu de vie.
Et récemment, j'assistais à une rencontre au niveau de la protection des aînés, la journée du barreau, et le protecteur du citoyen a justement parlé d'une situation avec la Société d'habitation du Québec qui ne s'était pas souciée des plaintes que des aînés avaient manifestées par rapport à leur habitation, et le protecteur leur a tapé sur les doigts à la Société d'habitation en disant « Vous devez faire quelque chose, vous devez traiter de ces plaintes-là ». Et le protecteur disait « C'est d'autant plus important qu'on se soucie de ce dossier-là parce qu'on est en train de parler du domicile de la personne. C'est quelque chose d'hyper important, c'est un besoin essentiel, et quand on regarde au niveau de la pyramide de Maslow, on est dans les besoins de base. Donc, il faut faire attention à comment on traite au niveau du domicile. Donc, c'est quoi des stratégies pour combattre l'agisme? Bien, l'OMS, basée sur des données probantes, va parler de politique, d'activités éducatives, comme on fait aujourd'hui, et des interventions intergénérationnelles. C'est vraiment la base pour faire avancer le dossier de l'âge, et ça doit être fait basé sur des données probantes, sur la recherche, puis vraiment des mouvements pour changer la représentation qu'on a du vieillissement. Et oui, c'est correct, je vais être correct. Puis ce que je vous dirais, c'est les premiers baby boomers ce qu'on connaît du vieillissement présentement dans la recherche, on l'a fait sur le vieillissement de la génération silencieuse, où il y a eu moins de revendications et de représentations. Là, nos baby boomers sont arrivés, les premiers baby boomers sont arrivés en 2011, ont eu 65 ans. Et ne serait-ce que juste récemment, dans la dernière année, je vous dirais, quelle est la place qu'on voit tranquillement pas vite prendre de l'agisme dans les médias, de la ménopause dans les médias. Donc, puis les femmes qui portent leurs cheveux blancs. Moi, je vous dis, quand j'ai commencé mon doctorat, ce que j'ai lu quand on parle d'un billet puis de revendication, la preuve est là, j'ai arrêté de me teindre les cheveux. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est quand vous regardez, ça, c'est les stratégies, puis quand vous le regardez au point de vue de vos coopératives, bien, c'est sûr que vous devez réfléchir l'agisme et l'âge en vous disant que c'est chacune des personnes qui doit réfléchir sur ses comportements agistes, regarder, de le faire aussi dans vos relations avec vos proches, mais vos colocataires, là, vos voisins, voisines, c'est ça. Puis, je vous dirais, bien, c'est sûr que la fédération, mais vos coopératives comme institutions doivent regarder aussi, quand on parlait de maltraitance institutionnelle, bien, vous avez une responsabilité aussi comme étant un membre d'une organisation. Donc, je pense avoir fait le tour du mieux que je pouvais dans le temps, mais je pourrais parler encore bien longtemps. Ben oui. Merci beaucoup, Marie-Claude Lafleur. Donc, une ou deux questions, s'il y en a qui vous brûlent les lèvres maintenant. On n'oublie pas qu'on aura une grande période d'échange à la suite des 3 présentations, mais si vous avez quelque chose qui s'adresse spécifiquement à Marie-Claude, vous pouvez vous approcher et prendre un des 2 micros qui sont dans la salle pour poser des questions. Pour ce qui est de la conférence de ce matin, d'abord, merci. J'ai trouvé ça fort intéressant. J'ai une question pour vous. Au niveau du vieillissement, quand on considère qu'une personne est âgée, une personne commence à vieillir dès sa naissance. Il y a des personnes de 90 ans qui ne sont pas vieilles, il y en a de 30 qui sont vieilles, il y en a, on dirait, qui naissent vieilles. Mais il y en a qui vieillissent pas. Donc, quelque part, comment on peut définir ça? Je pense que la question, elle est entière. Merci. Merci. Vous avez exactement la bonne question et la bonne image.
Parce que quand on a 2 ans puis qu'on nous apprend qu'on va avoir un nouveau petit frère, on devient le vieux de la famille. Donc, l'âge, c'est une question vraiment, et c'est pour ça l'intergénérationnel, on doit sensibiliser à l'enjeu de l'âge dès le début et non pas regarder, tu sais, l'âge va servir à établir certaines prestations au gouvernement. C'est normal qu'à un moment donné, on ait un découpage. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire, parce que j'ai entendu et j'ai vu dans le document qui a circulé cette association-là entre âge et capacitisme. Je vous dirais, n'allez pas dans ce biais-là parce que vous venez comme renforcer l'idée qu'en vieillissant, on devient non autonome et ce n'est pas tout le monde qui aura une vieillesse où il y aura une perte d'autonomie, un vieillissement. Il y en a qui resteront toujours autonomes, capables de faire tout. Donc, c'est vraiment l'âge qu'il faut adresser et vraiment, c'est de changer la vision, la représentation à tous les niveaux de la société qu'il faut faire parce que c'est vraiment insidieux et incrusté. Et les données qui ont été recensées par l'OMS, le critère de l'âge qui a été utilisé, c'est le 50 ans et plus. Donc, quand je vous dis que j'étais challengée quand je lisais les documents sur le vieillissement, moi, 50 ans puis 95 ans, on me mettrait pas dans la même catégorie que les poupons. Bien, je trouve ça drôle qu'on me mette dans la même catégorie des aînés avec ceux qui ont 95 ans puis qui ont 110 ans. Donc, on a le droit de se révolter aussi, de porter une grande strate d'âge. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu apparaître la notion du 4e âge. On ne parle plus juste du 3e âge. 4e âge, on en parle après 75 ans beaucoup, parce que c'est là qu'il commence à y avoir plus de difficultés, plus de perte d'autonomie. Donc, on a vraiment fait cette distinction-là avec le 4e âge. Bonjour. Merci. Bonjour. Bonjour. Lynne Beauséjour du Comité des aînés de la Fédération et du CA. Alors, c'est certain que c'est encore nouveau, toutes ces problématiques-là à la Fédération. Donc, aujourd'hui, c'est surtout pour aller chercher le maximum d'outils. Alors, on présume bientôt avoir plus d'informations, d'aller en chercher. Aussi, je voulais juste mentionner, le capacitisme, nous, le Comité des aînés, si on l'a inclus, ça faisait plutôt référence aux personnes à mobilité réduite, exemple. Donc, est-ce qu'on fait bien de l'introduire ou pas dans cette circonstance? Bien, comme je vous dis, moi, j'aurais tendance à regarder les deux côtés, OK? Parce que je trouve que pour tous ceux qui sont autonomes, qui n'en ont pas besoin de ça, on est plus enclin à répondre aux besoins d'un handicapé qu'un vieux qui perd des capacités. Donc, moi, stratégiquement, je dirais, adressez-vous à l'âge et aux capacités d'une autre façon, puis faites attention, parce que moi, quand je lisais vos documents, le sentiment que j'ai eu, c'était notamment votre dossier sur la participation dans les coops, là, puis ce n'est pas mon sujet de prédilection, mais je me disais, bien, l'âge a le dos large, parce que de participer, si moi, je suis une petite famille, puis que je n'ai pas le temps, puis que je suis surchargée par mon travail, mes enfants, je voyais des exemples aussi dans le dossier participant où on reprochait aux plus jeunes de ne pas participer. Donc, faites attention à mettre le dos large sur l'âge et la participation.